Gisteren heeft u op dit net het eerste deel kunnen meemaken van de historische documentaire 35 jaar later. Daarin heeft Roland Lomé een algemeen beeld opgehangen van de landing van de geallieerden op de Normandische stranden op 6 juni 1944. Vandaag al ziet u het tweede deel, waarin Lomé zijn speurtocht verder zet. Qu'elle demanda une longue préparation. La surprise était un des éléments essentiels du succès. Elle supposait donc le secret. Il y en eut beaucoup. Je vais tâcher de vous en révéler quelques-uns. Eindelijk is het zover. Een paar jaar al smeekt Moskou de geallieerden een nieuw front te openen in het westen. De Sovjetlegers dragen het grootste gewicht van de Duitse druk. Dit alles ten koste van enorme verliezen aan mensen en materiaal. Amerika en Engeland zijn niet zo gehaast. Rusland mag niet te sterk staan in de finale strijd. Anders krijgt het communisme kans om verder op te rukken in Europa. Berlijn is al ver genoeg. Afgezien van deze politieke strategie is het zo dat die day niet eerder kon. Een nooit geziene militaire en technische voorbereiding waren nodig om met enige kans op succes voet aan wal te zetten in Normandië. 6 juni 1944. In 1941 al waren de geallieerden in Engeland begonnen met de voorbereiding. 3 jaar lang werden in de oorlogsfabrieken en op de werven reusachtige projecten ontwikkeld. Het is haast ongelooflijk dat die grotendeels voor Duitsland geheim konden worden gehouden. Dat de invasie kwam wist iedereen. Maar hoe en wanneer was een verrassing. De invasie is begonnen. De duinenheuvels van de Normandische kusten, de rotspieken waar de branding tegen de pletter slaat en waarop de Duitse geschuttorens zijn gebouwd, beheersen de brede stranden waar de landingstroepen overheen moeten. Op die ene dag van 6 juni 1944 sneuvelen hier 2500 officieren en soldaten. 8500
worden gewond. De materiële verliezen zijn groot, maar het offensief is geslaagd. De landingstroepen slaan bruggen over op de stranden. De steuntroepen worden aangevoerd. De bevrijding is nabij. Velen herinneren zich vandaag nog de vreugde. Hoevelen de doden. De nazi's zijn weg. De Gestapo is weg. Na de terreur een uitzinnige blijdschap. De prijs die daarvoor betaald wordt is op 20 augustus 36.976 doden. 172.696 gewonden. De tijd heeft van dit slagveld slechts hier en daar een stille getuigenis gelaten. Op het gevaar af even cynisch te klinken als het verslag van een legerbevelhebber, moeten we vaststellen dat de geallieerde verliezen geringer waren dan verwacht. Dat was grotendeels het gevolg van de geheime technieken waarmee de vijand verrast werd. Een voorbeeld. Major Milesi, bevelhebber van een Britse raketboot. There was the enormity of and the intricate planning that had to go into this. I mean, we were there. We were probably the lucky ones, quite honestly, because we were there. But this was planned over and with great detail over a period of years. It required it, because there wasn't a detail that could be left out. There was the enormous secrecy. I mean, to this day, it is even a wonder. It is probably one of the greatest wonders of intelligence that this probably the greatest undertaking of this size, military operation history, was kept such a secret, yet known. Because if there is one thing about Overlord, as the operation was called, it's now become D-Day, but Overlord was, if there's one thing about it which is quite unique in the annals of military history, is the fact that it was well known, it was established, and it was a fact even before the day. Now this is unique, because the Battle of Britain, El Alamein, the Battle of the Atlantic, which I served myself, all these things became great after the event. At the time, you could be in them, you could be shocked, but you didn't know you were making history in actuality. They were just another day, another day's war. But this is unique insofar it was already a famous day before it ever happened. It was only just a question of which day will this big day be. And so this also helps. It's like a big theatrical production. If you're going in for a good production and you're in for the best, and this really was in every way totally planned right down to the last detail. Hugo van Kuijk. Ik heb hier enkele van zijn kaartenmappen. Het is prachtig werk. En hier past dan toch wel een beetje nationale trots. De strandspionage ter voorbereiding van de operatie Overlord. De codenaam voor de landing in Normandië. Op dit document heeft opperbevelhebber Eisenhower zijn aanvalsplan gesteund. Het werd samengesteld door een Antwerpenaar, een architect, urbanist, burgerlijk ingenieur en zeeman, Hugo van Kuijk. Honderden van deze kaartstellen met de handtekening van Hugo van Kuijk werden ter beschikking gesteld van de officieren die hun manschappen door de hel der Normandische stranden moesten leiden. Deze, Hugo van Kuijk, was hun trouwste gids. De getuigenis van een historicus, professor Charles. Hugo van Kuijk, dat is een naam die onze medeburgers natuurlijk moeten kennen. Want voorzeker heeft hij een essentiële rol gespeeld in de voorbereiding van de operatie Overlord. Want u weet dat de principes van de krijgskunst berusten op eenvoudige zaken, en namelijk de inlichting. En het is juist in dat domein van de inlichting omtrent de ontschepingsstranden dat Hugo van Kuijk zijn befaamdheid heeft verworven. Niet alleen voor Normandië hoor, ook nog verder later in zijn militaire carrière in de Stille Oceaan. U weet dat Van Kuijk in Amerika was in 1941 en dat hij daar als gewoon soldaat dienst nam in een Amerikaans leger. Maar snel had men zijn kwaliteiten kunnen uitvissen. Hij was burgerlijk ingenieur, hij was
kustzeevaarder. Hij was bovendien architect. Je kunt wel begrijpen dat de Amerikanen hem dan naar een speciale dienst hebben gestuurd, belast met de studie van de amfibieoperaties in Cape Cod. Zodat dat toen broodnodig voor de Stille Oceaan. Maar toen men in Engeland dan de ontscheping in Normandië voorbereidde, werd hij al daar gestuurd als chef van de Beach Intelligence Service, de dienst voor de inlichtingen over de stranden. En het was in februari 1944, je kunt zien, veel tijd resteerde er niet. De ontscheping gebeurde in juni, al was dat eerst gepland geworden voor mij. Wel, dat was om vast te stellen dat er daar geen nauwkeurige kaarten bestonden omtrent de kuststrook. U ziet hier bijvoorbeeld een stuk kaart achter mij, waar in verschillende tinten zee, kust en terrein worden voorgesteld. Wel, over dat middenste strook beschikte men maar over weinige inlichtingen, omdat de Engelsen zeevaartkaarten hadden, omdat de Fransen vooral landkaarten hadden en vooral de metingssystemen niet in orde waren. Deze kaarten werden gemaakt volgens een techniek die in 1944 nog geheel nieuw was. De infraroodfotografie. Water neemt in grote mate het infrarode licht op. Op een foto ziet water er dus uit als een lichte vlek. Weinig of geen water geeft een donkere vlek. Infraroodfoto's en gewone foto's van de stranden werden met elkaar gecombineerd. Zo ontstonden kaarten die op elk moment van ebbe en vloed de diepte van de vaargeulen aangaven. Volgens dezelfde technieken werden de Duitse versterkingen vanuit de lucht gefotografeerd. Achteraf is gebleken dat de informatie die Hugo van Kuijk op deze wijze vergaarde zo nauwkeurig was als een landmetersplan. Dit is een van de duizenden foto's die Hugo van Kuijk liet maken. Let op de schaduw van de eigen vliegtuigmotor. Dankzij duizenden foto's genomen door speciale squadrons van de RAF en die het deden van de Golf van Biscayen tot ver in Denemarken, want men moest de Duitsers natuurlijk niet laten gissen waar het juist zou gebeuren, maakte men met verschillende camera's typen die Van Kuijk zelf had aangepast, zoveel inlichtingen bijeen dat het dan mogelijk was die fameuze bitches op kaarten te brengen. De luchtfotografie van Hugo van Kuijk verzamelde ook alle gegevens over de kunstmatige hindernissen waarmee de verdedigers van de Atlantische muur de stranden van Normandië bezaaid hadden. Op 3, 4 en 5 lijnen stonden ze opgesteld. In het totaal 517.000 hindernissen, waarvan 31.000 uitgerust met mijnen. Daarenboven hadden de Duitsers 4.193.000 landmijnen ingegraven. En nog meer. Tot 11 kilometer landinwaarts stonden palen geslagen. 3,5 meter hoog en 30 meter van elkaar. Verbonden met draden waaraan springladingen waren bevestigd. Men noemde dat de asperges van Rommel. Zij moesten zweefvliegtuigen en parachutisten beletten eeluits aan de grond te komen. Al deze gegevens werden vermeld op de kaarten van Hugo van Kuijk. En die kaarten die droegen de naam van chartmaps. Trouwens, op de rug van elke chartmaps vind je de naam van Hugo van Kuijk. Niet uit eigenliefde, natuurlijk niet uit oogmoed, was dat daarop gezet, want je kunt geloven dat met het ondertekenen van die kaarten hij ook op zich een nominale, belangrijke verantwoordelijkheid nam, vermits elke detail van die kaart het leven kon inzetten van die mensen die de ontscheping zouden doen.
Aan de uiterste nauwkeurigheid van de kaarten van Hugo van Kuijk hebben een niet te schatten aantal manschappen hun leven te danken. Wij bekijken samen het kaartenstel van Utah Beach. De waterdiepte. Het profiel van het ganse strand. De plaatsen waar de Duitse vuurmonden staan. De map omvat een lange lijst met alle elementen. Men vindt ze gemakkelijk terug op de landkaarten, elk aangegeven met een afzonderlijk symbool. De meeste hindernissen werden door de Duitsers zo geplaatst dat ze bij ooggetij onder het wateroppervlak liggen. De bedoeling is duidelijk. Een boot stoot tegen de paal, de mijn ontploft. Hij stoot op een mes, de boeg scheurt open. De geallieerden zijn gelukkig bij lage tij geland. De meeste hindernissen staken dus boven water en konden veelal ontweken worden. Het was echter van het hoogste belang dat de kaarten van Hugo van Kuijk preciseerden op welke hindernissen een springstoflading bevestigd was. De landingsvaartuigen konden vooral deze hindernissen vermijden. Alweer had het voorbereidende werk honderden mensenlevens gered en zodoende het welslagen van de beslissende fase mogelijk gemaakt. Maar in zo'n map waren er nog andere zaken te vinden. Natuurlijk een algemene kaart van de sectoren van de ontscheping. En die hadden elk een nummer. En u ziet wat donker getint. Een stuk van de Omaha Beach. En hier een stuk van Utah Beach. Dat stuk hier heb ik u daar juist getoond. Dat ligt hier vlak voor mij. Hugo van Kuijk had er de Britten van overtuigd dat zij verkeerde berekeningen hadden gemaakt. 6 weken voor de landing maakte hij nieuwe kaarten, met enerzijds de lijn van de waterstanden op verschillende tijdstippen van dag en nacht, en anderzijds de diepgang van de schepen. Elke kapitein van elk schip kon dus weten, gewoon door een cellofaan met de verschillende silhouetten van de schepen op een kaart te leggen, op welke afstand van het strand zijn vaartuig de grond zou raken. De landingssloepen konden hun bemanning zo dicht mogelijk bij de strandlijn brengen. Het duizelt ons gewoon als we bedenken dat al die gegevens beschikbaar waren voor elke strook van de kust. Dat is het principe van de chartmaps. Je kunt geloven dat het een onschatbaar werk is geweest van Hugo van Kuijk van zulke zaken te hebben gerealiseerd. Wij trouwens vereerd en beloond door alle nationaliteiten. En weet u dat hij zelfs de ontscheping in Okinawa heeft voorbereid en al die kaarten heeft voorbereid voor die bestorming van de maand juni in de Stille Oceaan. Want hij kon niet lang rusten op zijn lauweren. Professor, wij hebben nu 35 jaar later de documenten van Van Kuijk gekregen. Ja. Het was een geheim in 1944. Ja, geheim, dat kunt u zien, nietwaar? Bij God, top secret, zeker nietwaar. Want dat waren technieken die ook voor de Japanners onbekend waren. En technieken die waarschijnlijk nu nog zeer interessant zijn. We ourselves, we had 2 enormous saves. I can only describe them. They're not the size of domestic refrigerators. Imagine those big commercial ones you get in butchers or something like you must have seen. These enormous ones. Well, these were crammed, packed. And our small ship, bear in mind, our rocket ship, in spite of its enormous firepower, was very, very small, about 200 feet long, 32 feet beam. What we call a small boat, smaller than now we go across the channel. I mean, smaller than that, much, much, much smaller. What is a really small boat? And yet we were crammed with all this information required for this one moment in time, namely H hour of D-Day. And it was crammed with information, but it had to really show every inch from the air, from the sea, from underneath the sea, of every part, in all 3 dimensions, of every inch of the French coast, from the Pas de Calais right out into the Atlantic. Because no one could know, least of all the people who were actually doing this. Can you imagine the thousands of people that were employed
in actually producing this vital material, and one vital section of it was going to be used at this one moment in time, and that we had to know and withdraw, in our case, about a couple of days beforehand. We had to know that we couldn't. We had to be accurate within a matter of a few feet. The Beach Intelligence Unit gave you maps with the pillbox and each gun, etc., each position from the German, and you could put it on a special radar machine. That's correct, yes. We had it, actually, we had book folders of the view from the sea, literally every bit of the coast right through, and actually we pulled out our own particular one. These were photographs taken, obviously, by secret submarines over the years of the actual beach. Then, on top of that, because we had to go in, as I mentioned, blind, our only way and aid to get to this pinpoint position was, in fact, through two mediums, which in those days, and we're going back now 35 years, were relatively what we consider advanced bits of navigational aid, shall we say. One of them was radar. We were required to go in on radar. Now, it wasn't sufficient, although at that distance, and you're very near the beachhead by the time you do off your first shoot, the first range of rockets goes off at 3,500 yards, which is pretty close. Now, though you can pick up a good picture in those days, obviously with the beach, it wasn't sufficient in accuracy. So we had negative. You can imagine an aerial negative picture, which was slipped in over the top of the actual circular radar, and this would show very clearly the pillboxes on the beach, because a sloping beach doesn't show up all that clearly. Houses in the background, but pillboxes, which are mounted above the beach, they show up beautifully. They came up like little white squares on this, and this would be actually surmounted over our actual radar screen, superimposed as it were, so that we would actually rely on this. And once you've leveled up your own screen with your actual negative, you know that you're in the right position. Then we had we termed it QH actually. It had been exclusively really for the Royal Air Force bombing over Europe during the latter part of the war. But we were fitted with this equipment, and this I can only describe really as an arrangement of pulsations which were sent out from beams. I believe it's used as a general navigational thing now by all aircraft, but again, this was something which was developed principally, I believe I might hear, during the war. And these beams were pulsated out, and you could read them off by understanding how to read this machine, which we called actually QH. You could pinpoint your position on a chart. I've tried it. I originally used it on some MTBs coming up the channel, in a Boyd channel, and was able to be accurate to within a cable. I was amazed at its accuracy. So with this, together with the radar, we were able to go in on this vitally, absolute pinpoint line, because we couldn't move. Whatever the circumstance, we had to go in on that line, because when you start discharging 1,000 5-inch shells, you don't want to make too many mistakes. You might get fall shorts in any case, which happen in war, and they might land on your own troops, but these are just one part of what happens in war, whether it's anti-aircraft or anything else. And I've no doubt this must have happened on various occasions. But certainly, so far as our going in, we relied principally on those two things, radar and QH, and of course, backup without this fantastic information which has been compiled by, well, goodness knows, countless thousands of people we call backroom boys, I believe, over the years. It was incredible that each little piece of pillbox was on a map from your intelligence units. It was marvelous. Yes, well, it shows the absolute work that had gone behind us. As I say, D-Day didn't happen overnight. It was the most planned operation without any doubt at all. It must have been of all time just to do that one landing. After all, the result shows, because really compared with the operation, of course, you're going to get unfortunate casualties, and there were casualties. But compared with the scope of that operation, there isn't a bigger accolade to those that prepared it. Not ourselves that were there. We had had to do the job in any case. But those that prepared it, really, it's to them that goes the accolade that it was really, by any standards, a definite victory. Deze foto's zijn van Hugo van Kuijk, genomen op de dag van de landing. Want hij was erbij, die 6 juni 1944. Hij bleef 2 volle dagen op het strand van Omaha om de juistheid van zijn kaarten te controleren. Deze opnamen hebben we onlangs teruggevonden in de kelder van zijn woning. De landing in Normandië. Nu we het allemaal weten, kunnen we zeggen dat het een strategische stunt was. Een gok.
Een gewaagde speculatie, een geniale vondst. Wellicht was het dat allemaal tegelijk. Maar waarom precies Normandië? Il y a par exemple le fait qu'il fallait choisir un moment, une plage. Ils l'ont choisi à marée basse et ils ont choisi la Normandie. Alors on va prendre en marche arrière. Pourquoi la Normandie? Pour la raison suivante, la première était que l'état-major, le grand état-major allemand, l'Oberkommando der Wehrmacht, attendait la tentative dans la zone incluse entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Pour des raisons d'abord d'ordre stratégique, c'était la voie la plus directe vers la Ruhr. Or, la Ruhr étant occupée par les troupes alliées, la guerre était terminée. Secondement, l'état-major allemand raisonnait de la façon suivante: il faut un port. Un débarquement suppose une masse de matériel formidable. S'il n'y a pas d'engin de levage, des grues, des quais, on ne pourra pas débarquer ce matériel. Or, il n'y a pas de port sur la côte de la Manche, à partir de Cherbourg, sauf Cherbourg lui-même, mais qui était formidablement défendu. Il n'y a pas de port dans la zone qui est incluse entre Cherbourg et la Seine. Ça ne commence qu'à partir du Havre. Troisièmement, l'aviation de chasse devra intervenir pour protéger les troupes à terre. Or, le rayon d'action d'un avion de chasse est limité. En conséquence de quoi, on était persuadé chez les Allemands que ça serait entre la Somme et le Pas-de-Calais. C'est pour ça qu'ils ont fortifié beaucoup plus fortement d'ailleurs le Cap Griné. Si vous allez vous promener du côté du Cap Griné, vous verrez que les quelques blockhaus ou les ruines de blockhaus qui subsistent encore en Basse-Normandie ont presque l'air de jouets à côté de ce qui fut construit là-bas. Il faudrait la bombe atomique pour détruire ça, et encore, il en faudrait probablement d'une très grande puissance. Ce sont des ouvrages cyclopéens. Hitler geloofde stevast dat de Atlantische muur niet kon overwonnen worden. Hij was een absoluut voorstander van de verdediging der stranden. Daar moest de vijand vernietigd worden. Hij mocht geen gelegenheid krijgen zijn steuntroepen aan land te brengen. Hitler maakte de fout zijn panzerdivisies te ver van het kustgebied te stationeren. Voor zij aan de gevechten konden deelnemen was het te laat. Maar ja, Hitler geloofde in zijn muur. Hij wist niet dat de geallieerden er elke steen van kenden. Il n'y avait pas seulement les ouvrages, il y avait le nombre de divisions allemandes qui étaient massées, toutes prêtes à intervenir. Je puis vous dire que jusqu'à la fin juillet 1944, Hitler a été persuadé que l'opération de débarquement en Normandie ne constituait qu'une diversion. Il refusait absolument de laisser bouger les divisions blindées qu'il avait entre la Somme et le Pas-de-Calais. Et c'est d'autant plus extraordinaire que cet homme, doué de génie, incontestablement, avec des failles ou des abîmes, comme on voudra, mais du génie, il ne serait d'ailleurs pas arrivé au poste qui a été le sien de maître absolu de l'Allemagne s'il n'avait pas eu son génie politique, d'une part, détestable, je le veux bien, mais les génies ne sont pas toujours très souriants, et même du génie militaire, car le succès du Blitzkrieg en 1940 lui a été dû pour beaucoup. Quand il avait été question du débarquement, Hitler a posé son doigt du côté de Caen et a dit c'est là qu'ils attaqueront. Mais il s'est laissé persuader par ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire par le raisonnement de ses généraux, que ça ne pouvait pas être. Alors du coup, ça lui est bien entré dans la tête et il ne voulait pas en démordre. D'autre part, le Feldmarschall von Rundstedt, qui était le commandant suprême du front Ouest, a toujours refusé de croire que ça pourrait se produire ailleurs que là. Il n'a changé d'avis pour sa part que vers le milieu du mois de juin, quand il s'est rendu avec Rommel à Berchtesgaden pour essayer d'obtenir des divisions blindées qui étaient immobilisées dans le nord de la France de la part d'Hitler. Tous les deux d'ailleurs ont été éconduits, et de la façon la plus désagréable par Hitler.
Rommel heeft persoonlijk gewaakt over de versterking van de Atlantische muur. Tijdens de weken die de landing voorafgingen is het op zijn aandringen geweest dat nog in grote massa nieuwe versperringen op de stranden werden aangebracht. Hij was vindingrijk, Rommel. Hindernissen die werkten als blikopeners. Een soort hekken waarvan hij het model in België had gevonden. En natuurlijk mijnen allerhande. Met daarachter monsterachtige bunkers en zwaar geschut. De Grote Oorlog. Hangt aan een van 1000 kleine feiten, daarom niet altijd heldendaden. Maar toch daden waarbij de mens dikwijls ver boven zijn eigen kunnen uitstijgt. Zoals bijvoorbeeld in 1942 in een Frans stadje, waar een verzetsman zomaar op zijn eentje de fabuleuze diefstal pleegt van de kaart van de Atlantische muur. Mon colonel, il y a une autre histoire extraordinaire, c'est l'histoire du vol du plan du mur de l'Atlantique par René Duché, qui était un de vos agents. Quelle était la longueur et l'épaisseur de cette carte? Je l'ai eu entre les mains le 13 ou le 14 mai je crois, 1942, à Paris. Elle m'a été apportée de Caen par mon ami Marcel Girard. Marcel Girard dirigeait le secteur de notre réseau, à titre provisoire d'ailleurs pour notre réseau, car il dépendait en réalité d'un vaste mouvement de résistance qui s'appelait l'organisation civile et militaire dirigée par un homme admirable, le colonel Touny, qui a été fusillé par la suite à Arras. J'ai demandé moi-même que ce réseau devint autonome dans le cadre de l'OCM, comme on disait. Il a pris le nom de Centurie. Mais pour l'instant, il était rattaché au réseau Confrérie Notre-Dame. C'est une histoire curieuse. Quelle était l'épaisseur de la carte? Vous voulez que je vous la dise tout de suite? Oui. Bon. Je l'ai déplié pour la première fois dans un asile provisoire que j'avais au square Henri Paté à Paris. Petit appartement, le salon était exigu. Je l'ai déplié sur la moquette. Ça n'a pas tenu et je ne pouvais pas la faire passer à peine passer par la porte. Elle faisait 3,50 m de long sur à peu près 75 à 80 cm de hauteur. Tirée à l'osalide, selon le procédé des bleus, vous savez, ou des roses, des architectes, autrement dit sur un papier très épais. Une fois plié, ça faisait comme une sorte d'atlas, à peu près haut comme ça, et chaque volet de cette largeur. Et c'est ce rouleau-là que vous avez transporté? C'était pas un rouleau, non, non, c'était impossible de la rouler, c'était trop épais, c'était plié. Je vous dis, imaginez un atlas que j'ai transporté en Angleterre le 17 juin 1942. Nous avions eu une trahison dans mon réseau. Les Allemands cherchaient à tout prix à s'emparer de ma femme et de mes enfants pour m'obliger à me livrer. Et je l'ai su par la femme de chambre de 2 de mes sœurs qui avaient été arrêtées puis relâchées et qu'on a arrêtées le lendemain. On avait cessé de poser des questions sur mes enfants, sur leurs prénoms, on essayait d'avoir des photos. Je puis vous dire d'ailleurs tout de suite que cette trahison, en quelques jours, avait provoqué une 50aine d'arrestations autour de moi. C'était quelque chose de considérable. Et Londres m'a donné l'ordre de transporter ma femme et mes enfants en Angleterre, et puis il y avait beaucoup de mesures à prendre pour la survie du réseau. Nous avions, depuis le mois de février, époque à laquelle j'étais retourné à Londres pour la première fois, nous avions des liaisons aériennes tous les mois. Mais le traître en question avait livré des indications des terrains. Nous avons donc essayé pour la première fois une liaison maritime à bord d'un petit bateau de pêche qui est parti de Pont-Aven, dans le Finistère, et qui, au large des îles Glénan, où vous avez maintenant une école à voile importante, a trouvé un chalutier venu des îles Scilly, à l'extrême ouest de l'Angleterre, et nous sommes arrivés là-bas. Et je me revois encore à bord du Motor Torpedo Boat de la Royal Navy, qui était venu à notre rencontre, dans la cabine de mon ami, le capitaine de corvette Curtis, qui avait participé peu auparavant au raid sur Saint-Nazaire, devant l'officier d'intelligence service qui était venu pour m'accueillir, qui était très pressé de voir ce qu'il y avait dans le courrier. Dépliant cette carte devant lui, ça ne tenait pas dans la cabine. La cabine était trop étroite.
Il y avait dessus les plans de l'organisation Todt, organisation paramilitaire chargée de tous les grands travaux pour le compte de la Wehrmacht, relatifs à la construction du mur de l'Atlantique, comme disaient les Allemands, entre Cherbourg et Honfleur, à très grande échelle. Tous les blockhaus en construction s'y trouvaient portés, avec leurs dimensions, les épaisseurs de béton. On y trouvait tous les points d'appui, les nids de mitrailleuses, les barbelés. C'était un document véritablement extraordinaire. Comment Duchesne a-t-il trouvé ce document? Parce que le mot trouvé est juste, non? Duchesne, quand je suis rentré de mon premier tour en Angleterre, fin mars 1942, on m'avait donné comme objectif numéro 1 d'essayer de renseigner Londres sur la façon dont l'ennemi concevait son fameux mur de l'Atlantique. Je vous disais tout à l'heure qu'Hitler était un génie, à beaucoup d'égards. Ce mur de l'Atlantique était en réalité l'expression d'une position défensive. Les États-Unis étaient entrés en guerre au mois de décembre 1941 à la suite de Pearl Harbor, et Hitler avait tout à fait compris immédiatement qu'il fallait se mettre en position défensive. Quand on construit des remparts, c'est pour s'abriter. Londres voulait savoir comment il les concevait, ces remparts. J'ai répercuté la consigne à mon ami Marcel Girard, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, par parenthèse, avait été grièvement blessé à Dunkerque comme capitaine d'une batterie d'artillerie. Il l'a transmise à son petit groupe de camp. C'est entré dans l'oreille de Duchesne, qui savait bien que le mur était construit par l'organisation Todt, laquelle avait à Caen réquisitionné un immeuble rue de Jaulles, non loin du château de Guillaume le Conquérant. Il s'est souvenu d'une affichette qu'il avait vue à la mairie, annonçant une adjudication à l'organisation Todt. Il est retourné la voir. Il s'agissait d'une affaire sans importance, la pose de papier peint dans 2 pièces de l'immeuble. De plus, l'adjudication se terminait le même jour, à 5 heures de l'après-midi. Il était plus de 5 heures. Il est quand même allé là-bas au volant de sa camionnette le lendemain. Ça ne s'est pas passé tout seul, mais il a dit qu'il venait pour poser des papiers. On lui a dit que c'était fini. On lui a tout de même demandé quel prix il demanderait. Il a fait, par instinct toujours, un prix extrêmement en dessous du prix de revient. Ça lui a valu d'être présenté au Bauleiter. C'était un grade qui correspondait à peu près à celui de Major dans la Wehrmacht. Bauleiter Schneiderer, le patron, qui a été étonné. Mais pourquoi faites-vous un prix aussi bas? Monsieur le commandant, a dit Duchesne, parce que j'ai beaucoup de respect, d'admiration et de reconnaissance pour l'armée allemande qui nous protège contre le bolchevisme. Il a récité ça comme ça. Il n'avait qu'à reproduire ce qu'on voyait sur les affiches qui représentaient aux Français que la Wehrmacht les protégeait effectivement contre l'armée rouge. En fin de compte, rendez-vous a été pris et c'est dans le bureau de Schneiderer, qui était en train, lui tournant le dos, de dicter une note à ses secrétaires dans la pièce d'à côté, que Duchesne a barboté ce plan qu'il avait vu Schneiderer examiner par transparence quelques minutes plus tôt devant la fenêtre. Il avait reconnu le profil de la côte à partir de Houlgat. Il l'a caché derrière le miroir qui pendait au-dessus de la cheminée du salon, de l'ancien salon de cet immeuble. Et puis, il fallait revenir le chercher ensuite. Or, la disparition d'une des copies, c'était un plan streng geheim, ultra secret, avait mis en révolution, naturellement, toute l'organisation Todt, et le pauvre Schneiderer avait été obligé de prévenir la Gestapo, qui a interrogé tout le monde, y compris un malheureux électricien qui travaillait depuis 8 jours, qui était passé à tabac, ne comprenait rien aux questions qu'on lui posait. Schneiderer, pour sa part, a été appelé au quartier général ouest allemand à Saint-Malo pour expliquer comment un plan ultra secret avait pu disparaître sous ses yeux. Il disait, ça n'est pas possible que ce soit le peintre, je n'ai jamais quitté la pièce pendant qu'il y était, puis c'est trop gros. Schneiderer a été remplacé
Duchesne a eu le courage de venir terminer son travail, a demandé à voir le successeur, c'était le Bauleiter Keller, un colosse, à qui il a demandé quand il pourrait mettre les papiers dans le bureau. Quel papier? Vous n'avez pas vu, monsieur le commandant, ils sont tout jaunes, tout défraîchis. Il n'y a pas d'argent pour mettre le papier. Non, mais j'avais dit à monsieur le commandant Schneiderer que je ferais le travail pour rien. Et pourquoi le travail pour rien? Parce que j'ai beaucoup de respect, de reconnaissance. Et Keller s'est laissé faire, en disant je vais faire le déménagement. Et je me suis dit non, non, non. Il s'est dit si on décroche la glace, je n'aurai pas le plan et puis je serai fichu dedans. Non, 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 non. En France, on ne fait pas comme ça, je pousse tous les meubles, je mets... Et il a emporté le plan le soir et je l'ai eu le surlendemain matin à Paris, très précisément au coin de l'avenue Carnot et de la place de l'Étoile. Si René Duché s'en est échappé, par contre, sa femme Odette a été déportée à Ravensbrück. Sa femme a été arrêtée à sa place parce que la Gestapo de Paris est venue enquêter sur place. Elle vous racontera elle-même comment, par sang-froid, elle a empêché son mari, qui rentrait au magasin alors que la Gestapo était là, mais sans avoir sa photo, d'être arrêtée. Elle a été déportée à Ravensbrück, elle est heureusement rentrée. Duchesne, pour sa part, s'est jetée dans la clandestinité et il a combattu les armes à la main dans le camp au moment de la libération. De Duitse staf is er een hele tijd gerust in geweest. Je moet wel gek zijn om proberen landingssloepen aan de grond te zetten op de stranden van Normandië. De ene versperring lag er naast de andere. Eindeloze rijen. Duizenden en nog eens duizenden. Rommel heeft dus persoonlijk gewaakt over de versterking van de Atlantische muur. Op het lichaam van een Duits officier werd dit schema van hindernissen gevonden. Naar men aanneemt is het van de hand van Rommel zelf. Il y a une autre histoire qui est extraordinaire quant au résultat. Les plages étaient couvertes de différents obstacles. Alors on va d'abord expliquer c'est quels obstacles. Oh, il y en avait de quantité, de toutes sortes. Mais enfin, les plus redoutables étaient ce qu'on appelait les tétraèdes, soit en ciment, soit surtout en hérisson tchèque, c'est-à-dire en rails entrecroisés. On avait longtemps discuté en Angleterre de savoir si on allait débarquer à marée haute ou à marée basse. La marée haute présentait l'avantage pour les assaillants d'avoir une certaine couverture, jusqu'à la limite extrême du rivage. Par contre, on savait qu'à ces obstacles, des mines étaient accrochées. Il y avait donc un très gros risque. Ou même plus simplement d'ailleurs pour les barges, c'est-à-dire les péniches de débarquement à avant réversible, de s'enfoncer sur ces obstacles. On s'est donc résolu en fin de compte à attaquer à marée basse. Et ça a été un des éléments du secret, car les Allemands ont discuté de la question et ont opiné pour la marée haute. Ça posait donc tous leurs calculs quant aux heures possibles. Il s'agissait de reconnaître à ce moment-là la déclivité de la plage, la consistance du sol, de façon que les chenilles ne s'y embourbent pas, et la nature des hérissons ou autres obstacles. On a conçu pour cela des sous-marins de poche, composés d'un équipage de 3 hommes, qui s'approchaient extrêmement près du rivage, 2 des hommes en sortant,
allant sur la plage, qui était très sévèrement gardée, prélevant des échantillons du sol, et d'autre part, de reconnaissant la nature des obstacles. Les rails, en particulier, préoccupaient beaucoup les Anglais. On a fait un prélèvement d'un de ces hérissons tchèques, et on a reconnu en Angleterre qu'il s'agissait de rails américains qui avaient été livrés à la France au moment de la guerre de 14-18. On savait donc exactement la consistance que ça allait représenter. Les échantillons ont été examinés en Angleterre, on a reconnu la déclivité aussi, n'est-ce pas? Les échantillons de sable ont été reconnus en Angleterre. Ça a permis pour les engins sur pneumatique de savoir quelle était la pression de gonflage qu'il fallait donner aux roues. Il y avait un endroit du côté de Luc-sur-Mer qui inquiétait beaucoup. Ça provenait d'une photo de la reconnaissance aérienne. On avait remarqué des plaques grises. Et on a consulté des géologues. On a découvert un officier qui avait passé ses vacances en caravane sur cette plage avant la guerre et qui a dit, oui, c'est une sorte de glaise, ce serait très mauvais pour les chenilles. Il y avait en Angleterre, on ne savait pas trop comment faire face à cela, n'est-ce pas? Mais on a trouvé dans une revue au British Museum, une revue française, un article qui concernait justement cette glaise. Et on a découvert en Angleterre, sur la côte orientale, une plage qui présentait exactement les mêmes caractéristiques. Si bien qu'on a fait des essais, les chars se sont embourbés, mais on ne savait pas comment se tirer d'affaire. Quand on a découvert un général anglais qui s'appelait Hobart, du génie, qui était arrivé à l'âge de la retraite, il servait comme simple caporal dans la Home Guard, autrement dit dans la garde métropolitaine. Il avait des idées, et c'est lui qui a inventé les rouleaux de toile placés à l'avant du char et qui se déroulaient en avant de ses chenilles. Il roulait comme sur un tapis, en quelque sorte. Il a inventé des quantités d'autres choses, notamment une sorte de fléau à l'avant du char pour battre les champs de mine qu'on faisait exploser sans risque pour le char. De krab van Percy Hubbard aan het werk. 3 dagen na de landing. Een weg banend door de mijnenvelden. De krab is een Sherman-pantser waarop 2 stalen armen zijn gemonteerd die een wendelrol vatten. Aan de rol zijn 32 kettingen bevestigd. Aan het uiteinde daarvan een stalen bol. Wanneer de krab rijdt, zwiepen de kettingen en de bollen slaan op de grond. Wanneer ze een landmijn raken, ontploft ze, zoals hier. Il a inventé les chars amphibies qui ont tellement stupéfait les Allemands quand ils sont sortis de l'eau qu'en plusieurs points, les Allemands ont oublié de tirer. Ils voyaient flotter ces énormes enveloppes, ils ne savaient pas ce que c'était, tout à coup un char se mettait à se présenter sur la plage et à tirer sur eux. De duplex drive was een Sherman-pantser met een waterdichte stof bekleed, zodat hij kon varen. Helaas, liefst niet te lang en liefst op kalm water. Bij Utah Beach lukte het. 32 gingen te water op 5 kilometer van de kust en slechts 4 zonken. Bij Omaha Beach was het een ramp. 32 gingen te water op 5 kilometer van het strand en 27 zonken in het woelige water. Een goede uitvinding moet je nog goed weten te gebruiken. Il a même inventé des chars qui jetaient
un petit pont sur des tranchées, des quantités de choses. Un homme absolument de génie. Dit brengt ons bij een van de cruciale momenten van de geheime oorlogsvoering. De Britse zakduikboot. Het is een kleine onderzeeër, er kan 3 man in. Hij vaart tot op de kust, vlak onder de neus van de Duitsers. Colonel, je voudrais revenir à l'histoire des submersibles de poche, des sous-marins de poche, parce qu'ils n'ont pas fait des prélèvements uniquement dans la région du débarquement. C'est exact, parce qu'il y avait une grosse crainte. Imaginez qu'une de ces équipes ait été prise par les Allemands. Les Allemands avaient des moyens de faire parler la Gestapo. Et par parenthèse, on ne peut jamais s'en prendre à quelqu'un qui, sous la torture morale ou sous la torture physique, a laissé échapper des noms ou des faits. C'est pas possible, c'est absolument subjectif. Personne ne sait comment on peut résister à la torture. Personne. La Gestapo était donc susceptible d'obtenir des renseignements qui auraient détruit l'élément de surprise, puisque le choix de des plages de Basse-Normandie en était un. On a donc envoyé des expéditions sur des points qui n'intéressaient nullement Londres. C'est allé presque jusqu'à la mer du Nord. C'est pas la mer du Nord, mais enfin jusqu'au Pas-de-Calais, dirons-nous. Ces expéditions, on pourrait presque dire, je force ici la note, mais on pourrait presque dire qu'on espérait que des équipes travaillant sur des points qui n'avaient pas d'intérêt seraient prises et qu'elles parleraient sous la torture. Or, il s'est passé ceci. Aucune des équipes travaillant sur les plages de Basse-Normandie n'a été prise. D'autres équipes effectuant avec le même courage des reconnaissances qui n'avaient pas d'intérêt ont été prises et on n'a jamais su ce qu'elles étaient devenues. Il est possible que sous la torture, ces malheureux aient révélé ce qu'ils croyaient être un secret et qui n'en était pas un en réalité. Si c'est vrai, ils auraient rendu service au secret en détournant l'attention de l'ennemi. De oorlog der informatiediensten. Soms werd hij gevoerd met de meest ingewikkelde technieken. Soms volstond een blinde wandelaar. Les rivages dont vous parlez, et principalement ceux de Ouistreham, etc., étaient complètement inaccessibles pour les civils. Il y a cependant un agent de renseignement extraordinaire qui était aveugle. Quand l'organisation Todt a commencé ses travaux, elle a vidé les habitations les plus proches, de façon que nos réseaux ne puissent pas observer ce qui se passait et faire des descriptions. Il y avait notamment à Ouistreham un aveugle de la guerre de 1914-1918, bien connu des Allemands, qui était certain qu'il était aveugle car une balle était entrée par une de ses tempes et était sortie par l'autre, en détruisant ses yeux. Il n'avait plus d'yeux. On l'a tout de même expulsé, mais on l'a laissé revenir se promener sur la plage de Rivabella, guidé par un petit enfant de 6 ou 7 ans. Il allait et venait. Si un Allemand avait pu entendre la conversation entre cet aveugle et l'enfant, il aurait arrêté l'aveugle. Car l'aveugle posait des questions à l'enfant qui lui décrivait très exactement ce qu'il voyait. Avec la mémoire infaillible qu'ont les aveugles, l'aveugle notait tout dans sa mémoire, rentrait le soir chez lui et dictait à la femme son rapport. Les sanglots longs de violon de l'automne. Met deze versregel van Paul Verlaine, vrij vertaald, het lange snikken der violen in de herfst, hebben de geallieerden hun komst aangekondigd. Voor het verzet in het bezette gebied was dat het sein. De Duitse staf had de code onderschept, maar toch. En toch deden ze er niets mee. Dit Duitse archiefstuk met datum 5 juni 1944 bewijst wel degelijk dat die avond om 9:15 het geallieerde codewoord voor de landing door de luisterdiensten was gehoord geworden. Ze kenden de betekenis ervan, maar namen het niet voor ernst. Pas wanneer de landingsschepen voor de Normandische kust verschenen, werd alarm geslagen. En dan nog. Hitler geloofde zelfs op dat moment dat het een afleidingsmanoeuvre was en dat de echte landing in een ander kustgebied zou gebeuren.
Il y avait d'abord les sanglots longs des violons de l'automne. Cela signifiait le débarquement est proche, préparez-vous à exécuter les plans bleus, verts, violets, tortues. Plans qui avaient été mis au point par mon chef, le colonel André de Bavrin, qu'on appelait Passy, en accord avec le Special Operations Executive de Londres. Il consistait à détruire des dépôts de locomotives, des centrales électriques, des lignes souterraines à longue distance, à opérer sur les voies ferrées un nombre de sabotages exactement déterminé. Je crois me souvenir que c'était 574 à des points précis, et à retarder par l'action des maquis l'approche des troupes allemandes qui essaieraient de gagner la tête de pont en renfort. Quand le second message blesse mon cœur d'une langueur monotone passait, cela signifiait que dans les 24 heures, il faudrait prendre des armes, qu'on devait passer à l'insurrection générale. Les Allemands ont été mis au courant par la torture, par certains de nos camarades qui ont été pris. Encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, certains de nos camarades ont révélé le sens de ces messages. Le colonel Meyer, qui faisait partie de la 15e armée, commandée par le général von Salmuth, qui avait, si je me souviens bien, son état-major à Tourcoing, Exact. a été alerté par les écoutes, son service d'écoute. On avait déjà entendu la première partie de la phrase et on a entendu la seconde, qui a été répétée plusieurs fois. Meyer a bondi chez von Salmuth, qui était en train de jouer au bridge. Si je me souviens bien, la 15e armée était d'ailleurs en état permanent d'alerte, puisqu'on s'attendait chez les Allemands à ce que la tentative de débarquement se fît de ce côté. Et von Salmuth a répondu « Je suis un trop vieux singe pour croire à des histoires pareilles ». Meyer a pris sur lui tout de même d'alerter le quartier général de Rommel à La Roche-Guyon et même le quartier général de von Rundstedt à Saint-Germain-en-Laye. Il devait être 11 h du soir. Et l'un des aides de camp de von Rundstedt, qui a reçu cela, a répondu « Les Anglais sont des imbéciles, mais je ne les crois tout de même pas assez bêtes pour nous avertir qu'ils vont faire leur débarquement cette nuit. » 4 kleursoorten. De code voor 4 geheime plannen. Achter de Duitse lijnen komen 100.000 verzetslieden openlijk in opstand. Ce poème a mis en marche 3 grands plans, les plans bleus, le Ou plan plus que tortue, ça, le etc. plan vert, le plan violet, le plan bleu et le plan tortue. Donc c'était un succès. Une énorme affaire. Et donc, je vais vous traduire tout de suite le succès. Eh bien, l'action des maquis de la résistance intérieure bretonne a été telle qu'à peine une centaine de milliers d'Allemands, et avec du retard, ont pu être dirigés vers la tête de pont. C'est-à-dire que ça a servi directement le raffermissement de cette tête de pont et par conséquent le succès de l'opération de débarquement. Het geallieerde codewoord voor de landing in Normandië was Overlord. De Duitsers kenden het woord, maar ze wisten gelukkig niet wat het betekende. Het heeft weinig gescheeld of de ganse operatie was letterlijk in het water gevallen. En dit alles omwille van de kamerknecht van de Britse ambassadeur in Turkije. Il y a un personnage qui était le valet de chambre d'un ambassadeur en Turquie et qui a connu le nom du débarquement. Eliasa Bazna. Ça s'appelait l'affaire. On a appelé ça l'affaire Cicéron pour la raison suivante. C'était un Albanais au service de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ankara, Sir Nakjbul Ugesen, qui lui avait accordé sa confiance car l'ambassadeur jouait très bien du piano et son valet avait une voix agréable. L'ambassadeur lui faisait chanter des airs de l'opéra italien et l'accompagnait. C'était devenu son homme de confiance. Il a réussi à s'approprier le trousseau de clés de l'ambassadeur qui ouvrait son coffre-fort personnel et il s'est mis en rapport
avec von Moisich, qui était le prétendu attaché commercial de l'ambassade du Reich, gouverné par von Papen, lequel Bazna avait d'ailleurs été valet de chambre d'un des attachés de l'ambassade, ce qu'on s'était bien gardé de dire à l'ambassadeur d'Angleterre. Il lui a proposé, moyennant une somme de 20 000 livres sterling, les photographies de documents qu'il avait sortis du coffre-fort de l'ambassadeur. Toute cette histoire est allée jusqu'à Berlin. Berlin a accepté, sans dire que les livres sterling sortaient de ce qu'on avait appelé l'opération Bernhardt, des billets admirablement imités, réalisés au camp de concentration de Sachsenhausen par des détenus de droit commun, car il y avait de tout dans les camps de concentration, qui étaient des faussaires de métier, disposant d'un matériel extraordinaire, au point que lorsqu'une banque turque a voulu savoir si ces banknotes, qui étaient de 5 livres, de 10 livres, les grands billets blancs qui existaient avant la guerre et qu'on n'avait plus jamais revus depuis, étaient vrais, les a fait soumettre à l'examen de la Bank of England, qui a répondu, ils sont parfaitement vrais. C'est parce que c'était les mêmes numéros et les mêmes séries qui revenaient tout le temps qu'on s'est aperçu de la fraude. Et finalement, les Eh bien, Allemands... en réalité, il y a eu des documents très importants, en particulier sur les plus importants, ça a été sur la conférence de Téhéran, et des conférences secrètes avec la Turquie, où celle-ci s'engageait à entrer dans la guerre le jour venu, donnant des facilités aux sous-marins britanniques pour passer par les détroits afin d'aller torpiller des convois allemands en mer Noire. Tout ça, c'était connu des Allemands. Mais il y a eu un mot qui les a étonnés, Overlord. On ne savait pas ce que c'était. Vous savez que Overlord se traduit par suzerain en français, et dans l'esprit britannique, le mot avait été choisi pour indiquer, ce qui était imprudent d'ailleurs, de la part des responsables, que cette opération surpassait toutes les autres en importance. Ribbentrop savait l'anglais, et le mot de suzerain l'a frappé naturellement. Si bien qu'il a donné ordre à tous ses agents diplomatiques et a demandé à Schellenberg, qui dirigeait le service de renseignement étranger du Reichssicher Hauptamt, le service suprême de sécurité SS, de savoir ce que ça voulait dire. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le savoir. La découverte de Cicéron, sauf en ce qui concerne encore une fois la conférence de Téhéran et les engagements de la Turquie, n'a pas rapporté grand-chose aux Allemands. De generale staf van Hitler had dus gedacht, de geallieerden zullen aanvallen bij een grote haven. Die hebben ze nodig voor de aanvoer van benzine en olie. Dat was een schromelijke misvatting. De Duitse spionagedienst was van veel op de hoogte. Maar de operatie Pluto kenden ze niet. Ja, dat is een geheim geweest. Pluto, men denkt aan Walt Disney niet waar als men aan Pluto denkt. Wel, dat zijn de beginletters van namen. Hè. Pipe, line, under, D, ocean, P-L-U-T-O, Pluto. Dat waren enorme trommels van 1600 ton, waarop slangen in gummi, ongeveer 80 kilometer slang, waren opgerold en die door machtige slepers, 3, over het kanaal werden getrokken. Die ontrolden dan de pijpleiding door de welke de benzine, de olie, naar de stranden zou komen. Enkele dagen na die dag natuurlijk. Maar die pijplijns die hebben de toevoer mogelijk gemaakt, de voeding mogelijk gemaakt van die tientallen duizenden voertuigen op het vasteland. En zij zouden later nog verlengd worden tot in Duitsland. De grote man achter de voorbereiding van de landing was een lid van de Britse koninklijke familie, Lord Mountbatten. Hij zou vanavond met ons zijn, maar is zijn afspraak niet kunnen nakomen. Op 27 augustus is hij in Ierland om het leven gekomen. In het begin van dit jaar hadden we een gesprek met hem. Daaruit dit fragment als in memoriam. That reinforced the idea we've been working on in my headquarters, since a few days after I took over. How to have a sheltered anchorage. We first thought of a bubble breakwater, which the Russians had invented. You lay a pipe under the ocean,
You pump compressed air through, the water is aerated, bubbles up, and becomes compressible. The only reason waves are transmitted is because the water is incompressible. If you have aerated water, you can compress it and it doesn't transmit the wave motion, so you can have an area that's calm inside the bubbles. But as you had to have air compressors there, the enemy had only to knock out your air compressor for the bubble breakwater to collapse. So the next obvious thing to do was to have something more solid. At one time, Captain Hughes had it at my headquarters, suggested we should sink ships and form a breakwater, but it was obviously could be done better by concrete caissons, which we found it towed out and sunk in position. Having done that, you then had to have a long line of piers working to a pier head alongside which ships could go to disembark. That was the origin of my request to Winston for this minute about helping me over the piers. Gewiegd door ebbe en vloed, al 35 jaar lang, liggen voor de kusten van Normandië de caissons en de vlotters waarmee de geallieerden een kunstmatige haven bouwden. Het is een geniale gedachte geweest. De Duitse verdedigingsstellingen waren ingericht op grond van een theorie die zegde dat een landing tot mislukken gedoemd was indien de invasietroepen niet snel over een grote haven konden beschikken om materiaal en vooral brandstof aan te voeren. Die theorie klopt. Hitler verwachtte daarom een aanval in de buurt van een grote havenstad. Daar was de Atlantische muur ook het sterkst. Nooit hadden de Duitsers kunnen denken dat de geallieerden hun eigen haven zouden meebrengen, in onderdelen, door sleepboten over het kanaal getrokken. Een haven die gebouwd werd in Engeland, zonder dat de Duitse spionagediensten het aan de weet kwamen. In feite waren er 2 kunstmatige havens. 1 voor Saint-Laurent, 1 voor Arromanches. Die van Saint-Laurent werd op 18, 19 en 20 juni door de storm stukgeslagen. Die van Arromanches weerstond. Van 12 juni af legden daar dagelijks 280 schepen aan. De eerste week brachten zij samen 326.000 man aan wal en 54.000 voertuigen, jeeps, vrachtwagens en panzers. En dan natuurlijk geheim van de geheimen Mulberry. Geheim van de geheimen, dat kunt u wel zeggen, nietwaar? De Mulberries, dat zijn de artificiële havens, de kunstmatige havens. Vermits de Duitsers geloofden, sedert de aanval op Dieppe in augustus 1942, dat de geallieerden noodzakelijkerwijze zouden moeten beschikken over een bestaande infrastructuur, een haven. Geloofden zij er niet aan dat men tanks en zwaar materiaal en ook de logistiek zou kunnen ontschepen op blote stranden. Kon ook niet zijn zonder die fameuze Mulberries, die met onderdelen werden vervaardigd in Engeland. Dat waren enorme caissons in gewapend beton en die hol van binnen, nietwaar, over de zee konden worden gevlot en die dan tot zinken werden gebracht om de vaste pieren te vormen die de Mulberries zouden beschermen en ook om, hoe heet u dat, golfbrekers te realiseren, ofwel vlottende golfbrekers op een grotere afstand in zee of dichterbij. Men vulde dat aan met een aantal oude schepen die men met cement gevuld deed kelderen en zo had men een binnenhaven. Een binnenhaven waar toch de tij op en neer ging en waar de ladingskaaien natuurlijk, zoals een mekano, moesten worden gearticuleerd. Over lange pieren moesten inderdaad die voertuigen gaan en die pieren die werden kleiner of die werden groter naarmate het water steeg of daalde. En moesten natuurlijk die loskaaien ook op de grond steunen. Daarbij
was er een deining en een rollen. Een bepaalde elasticiteit moest gecombineerd worden met een stevigheid. Het is een ingenieurspel. Waarschijnlijk een van de wonderbaarste realisaties van het ingenieurschap in de 20e eeuw. De bouw der kunstmatige haven van Arromanches. De eerste golfbreker, 70 betonnen caissons. De tweede, 60 gezonken schepen vol cement. De derde golfbreker, 76 caissons. Daarachter kunnen de schepen voor anker gaan. Beschuttingspieren, eveneens betonnen caissons. Aanlegkaien, waar de schepen lossen, en vlottende pieren waarover de vrachtwagens naar het strand rijden. De boog die de haven in zee spant is 8 kilometer lang. In het zog van de landingstroepen volgden sleeboten als deze, met achter zich elk een van de vlottende elementen der kunstmatige haven. In Engeland hadden 20.000 man er 8 maanden aan gewerkt. 100.000 ton staal, 250.000 kubieke meter gewapend beton. Alles samen vormde dat een sleep van 1 miljoen ton. Reusachtige dingen waren het. Elk caisson was 70 meter lang, 20 meter hoog en 15 meter breed. Het woog 7000 ton, maar het kon drijven. Op 147 dagen tijd werden er in Engeland 147 gebouwd. 1 per dag. Sleeboten trokken ze tot voor Arromanches, waar men ze door een sluizenstel in de bodem vol liet lopen, zodat zij op de zeebodem zonken om golfbrekers en schutdijken te vormen. Tijdens de overtocht was elk caisson bemand met een geschutstoren tegen Duitse luchtaanvallen. Dit is een van de wonderen die de Britse ingenieurs hebben gerealiseerd. Een onzichtbaar onderdeel van de kunstmatige haven, maar misschien het voornaamste. Wat u ziet zijn ankers, beter gezegd verankeringselementen. De laadbruggen van de haven steunden op pijlers die op de zeebodem rusten. De laadbruggen moesten aan de bodemstukken bevestigd zijn, maar op zulke manier dat zij met de getijden op en neer konden gaan. Daarom deze ankers. Met een ingenieus systeem van kabels en katrollen die ook een constante druk op de zeebodem verzekerden en dus de stabiliteit van de haven. Het zwaarste probleem was dat van de verbinding tussen de laadbruggen in volle zee en de kust. Bij hoge tij was dat een afstand van precies 1 kilometer. Die werd overbrugd door een vlottende pier, zoals u hier ziet. Ondanks de golfbrekers en de schutdijken was de zee woelig voor Arromanches. De pier werd dus zo ontworpen dat elk van zijn 30 meter lange onderdelen voorzien was van een brugdek met geledingen. Het kon dus op de golfslag op en neer gaan. Bij lage tij rustte de pier grotendeels op de zeebodem. Bij hoge tij werd hij door grote en kleinere vlotters gedragen. Vanzelfsprekend werd de kunstmatige haven voor Arromanches zwaar verdedigd. Zowel de Duitsers als de geallieerden wisten dat dit het sleutelstuk van het offensief was. Kanonneerboten vaarden dag en nacht langs de installaties. 600 stuks afweergeschut beveiligden de haven tegen luchtaanvallen, samen met tientallen kabelballons. Wanneer desondanks de bedreiging te groot werd, verdween de ganse haven achter een kunstmatige mist.
laadbruggen of vlottende pontons. Dit zijn de kaien waar dagelijks schepen aanlegden om hun vracht te lossen. Om voor de hand liggende redenen moesten die kaien op een constante hoogte blijven ten opzichte van het waterpeil. Daarom steunden deze vlottende pontons op pijlers die op de zeebodem rusten. Maar konden zij, dankzij het verankeringssysteem dat wij u reeds getoond hebben, op en neer gaan met de getijden. Het was mooi op papier en in werkelijkheid werkte het nog beter dan verwacht werd. De naam. De totaal onbekende naam van een man die deze plannen ontwierp. Person Lobnitz. Twee pieren verbonden de kaaien in volle zee met de kust. Het was eenrichtingsverkeer. Van de kaai naar de kust met volle lading en over de andere pier leeg terug. Nog een detail. De pier bevatte ook een aantal telescopische onderdelen. Zij konden onder de golfkracht uitrekken tot een maximum van 2,75 meter. De aanlegkaien in volle zee hadden 2 verdiepingen. Zij waren volledig aangepast aan het soort schepen die de geallieerden hadden ontworpen. Dat was toen geheel nieuw. Schepen waarvan de boeg voorwaarts openviel en die hun vracht losten, recht uit hun buik. Dat gebeurde op de eerste verdieping van de aanlegkaai. De tweede verdieping van de aanlegkaien bereikte precies de geschikte hoogte om de voertuigen recht van het bovendek der Liberty Ships te laten afrijden. Het werd dus gelijktijdig op 2 niveaus gelost. De kunstmatige haven van Arromanches was een formidabele oorlogsmachine. Zij had de omslagcapaciteit van de haven van Dover. De haven van Cherbourg werd bevrijd op 27 juni. Die van Le Havre op 11 september. Die van Calais op 30 september. Maar Arromanches bleef op volle kracht draaien tot 1 december. Zo vlot verliep het allemaal. De bevelhebber van de kunstmatige haven had overigens al in augustus zijn overplaatsing gevraagd. De Arromanches had hij geen werk meer. Om de kunstmatige haven draaiend te houden, hebben de geallieerden ook op de stranden werken uitgevoerd. Nat zand, keien en moerasgronden zijn niet bepaald geschikt om geladen camions en panzerwagens te dragen. In Engeland werden wegbekledingen gemaakt die per schip werden aangevoerd en in de kortste keren door de genietroepen gelegd. Sommige van deze wegbekledingen waren van metaal, andere waren gemaakt uit plantaardige stoffen. Stranden van Normandië. Een kasteel in Normandië. Het kasteel van Audrieux. Een verhaal in de marge. Ook dat was oorlog. Il y a un château en Normandie, près des plages,
qui appartient à la famille Livry-Level. Et il y a une jolie histoire parce que chaque nuit, Monsieur Livry-Level survolait les plages. D'abord, l'histoire est très belle pour la personnalité de mon ami Level, car son véritable nom est Level. Il s'est inscrit à la Royal Air Force sous le nom de Livry. Livry est le nom d'une localité qui n'est pas très éloignée d'Audrieux, dans le Calvados, en truquant son âge. Et dans la nuit même du débarquement, on l'a fait venir à un des états-majors pour, au fur et à mesure que les coups de téléphone arrivaient, pour dire si la prise de telle et telle côte ou point stratégique était importante ou pas. Et puis ensuite, il est reparti pour des missions nocturnes, cette fois-ci à bord d'un Mosquito, avec son pilote Butch Taylor. Ces missions consistaient à bombarder de nuit les convois allemands qui venaient en renfort. Son couloir était à l'est, au sud-est de Caen. Mais il a persuadé son pilote, à l'aller comme au retour, et ça a duré pendant au moins 15 jours, de passer au-dessus de son magnifique château d'Audrieux pour voir s'il brûlait ou non, car il était exactement sur la ligne de front. Il était occupé d'abord par les Allemands et puis par les Anglais. Ensuite, oui. Et il y a une histoire que je ferai raconter à la personne en question. Une histoire terrible. J'en ai été le témoin absolument direct. Je me trouvais sous l'uniforme à ce moment-là, sur la tête de pont, et j'ai vu arriver mon ami Livry, à gare, mon ami Level, enfin, à gare, pleurant. Sa fille, qui avait 16 ans, si je me souviens bien, avait été embauchée, il n'y a pas d'autre terme, par un misérable, un officier britannique, pour aller à travers les lignes chercher des renseignements et les rapporter. Une enfant de 16 ans qui a été prise et déportée. Je crois du reste que ça a coûté très cher à cet officier, cette histoire. Nous étions révoltés, je me souviens. Et je revois encore ce colosse, car il était très grand, taillé en force, ce colosse pleurant devant moi et me demandant d'essayer de faire quelque chose, car je dirigeais à ce moment-là, pour le compte de l'état-major de Montgomery et de l'état-major de Bradley, une section de renseignement française qui avait mission justement d'opérer à travers les lignes pour apporter des renseignements. J'ai trouvé des volontaires à Bayeux tout de suite, et il leur fallait beaucoup de courage, car ils venaient d'être libérés, et ils repartaient, et il y avait non seulement le danger d'être pris par les Allemands, mais de se faire tuer sur la ligne de feu, car naturellement, on ne disait rien aux combattants anglais, canadiens ou américains, n'est-ce pas? Nous avons eu des gens très bien, vraiment très bien. Madame Corblet, quel âge aviez-vous le 6 juin 1944? J'avais 20 ans et C'est un peu jeune pour être condamné à mort. Oui, c'est certainement beaucoup trop jeune. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un âge pour être condamné à mort. C'est beaucoup trop jeune et j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Un concours de circonstances a fait que... Vous n'avez pas été exécuté avec les 6 autres. Alors que les autres l'ont été, et que j'ai été envoyé à Ravensbrück à la place. Si on peut appeler ça évidemment une chance. Je voudrais vous demander une chose, parmi les choses importantes que vous avez faites. Vous aviez 20 ans en 1944, vous en aviez donc 16 en 1940. Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? Eh bien, je crois qu'il faut savoir dire non. Il y a des cas où il faut savoir dire non. Et je pense qu'il fallait dire non aux Allemands. Ils étaient venus chez nous sans qu'on les invite. Et il ne fallait sûrement pas se compromettre avec eux. Je ne pense pas que ce que j'ai fait ait eu un intérêt quelconque si on le prend du point de vue du gain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça a eu un intérêt parce que c'était un refus et que le refus est indispensable dans certaines circonstances. Il y a eu, comme vous, des milliers de gens qui faisaient... C'est un des exemples, et ce n'est pas pour ça qu'on vous a pris en 1944, mais c'est un des exemples importants. Vous alliez pièce par pièce faire un petit renseignement qui faisait finalement une chose très importante. C'était quoi? Oui, on m'avait demandé, c'était un réseau parisien, m'avait demandé de prendre note des troupes qui étaient stationnées autour d'Audrieux où j'habitais, dans un rayon de 40 km. Et je partais à bicyclette 4-5 fois par semaine. Et je faisais 80 km environ à bicyclette. Et je notais
les changements dans les troupes qui étaient stationnées. Alors je dois dire que c'est particulièrement déprimant parce qu'il arrivait jour après jour qu'il n'y ait pas de troupes, qu'il y ait un vieux sous-officier allemand tout à fait inoffensif. Et de revenir quand on est jeune avec des renseignements qui sont négatifs, du moins que l'on juge négatifs, c'est tout à fait déprimant. Et en plus... Il faut surtout résister à la tentation d'inventer. Parce que c'est tellement mieux de pouvoir dire qu'une division SS est stationnée à un endroit, plutôt que le vieux sous-officier. Alors il faut absolument résister à cette tentation. Il y avait une autre chose, c'est que les Allemands étaient installés dans le château d'Audrieux, c'est-à-dire dans la maison où vous habitiez, et qu'en fait, chaque soir, vous reveniez et que vous les côtoyiez. Ah oui, à un moment donné, il y a eu pendant plusieurs mois 150 Allemands qui étaient stationnés dans la maison et hors de la maison. Et c'était assez étonnant parce que mon père, étant en Angleterre, était dans l'escadrille secrète et atterrissait en France. Et quand il atterrissait, il donnait du courrier pour nous, non seulement du courrier, mais des pneus de bicyclette, des savons, des chaussures, et où ils étaient mis à la poste par des agents, ou des agents venaient à la maison et nous les apportaient. Alors ça nous est arrivé un certain nombre de fois d'avoir du courrier qui avait été mis le mercredi soir à Londres, dans l'avion de mon père, et que nous avions le vendredi, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement qu'en ce moment, le vendredi matin à la poste. Et c'était assez... Les agents secrets qui venaient étaient assez dubitatifs. Nous avons eu toute une famille qui est venue à la... c'était 5 filles, elles ont d'ailleurs toutes été arrêtées après, elles se sont toutes retrouvées à Ravensbrück, les pauvres. Pas du tout de notre fête, mais elles étaient dans un réseau du colonel Rémy, du reste. Et elles venaient à la maison, elles étaient quand même assez émues quand elles voyaient tous ces uniformes allemands. Finalement, c'était peut-être la meilleure cachette. Peut-être. Ces Allemands-là, qui étaient composés, disons, de troupes plus ou moins normales, ont été remplacés dans la journée du 6 au 7 juin par la Hitlerjugend, commandée par le colonel Panzermeyer, et il s'est passé dans le château d'Audrieux une scène assez atroce qui a été jugée à Nuremberg d'ailleurs par après. Oui, il s'est passé, et c'est d'ailleurs extrêmement curieux la façon dont ça s'est fait. Nous avons été occupés dans la journée du 7 juin 1944 par des éléments de la Hitlerjugend, et ces éléments, nous avons vu le colonel, je suis incapable de dire d'ailleurs si c'était Panzermeyer ou pas, mais nous avons vu un colonel qui était chevalier de la Croix de Fer et qui a été avec nous tout à fait correct. Ils ont pris position autour de la maison avec des véhicules et des tanks. Et nous avons vu arriver 26 prisonniers de guerre canadiens. Et ces 26 prisonniers de guerre sont arrivés le 7 juin à la maison. Et ils étaient encore là le 8 juin. Et nous étions dehors à regarder les préparatifs de la bataille, puisque nous étions à portée de canon des Anglais, quand nous avons vu passer devant nous, par petits groupes, et encadrés par des SS, ces soldats canadiens. Et à moins d'une centaine de mètres de nous, nous avons entendu des détonations, une à une. C'était les Canadiens qui étaient exécutés d'une balle dans la nuque. Et quand les Allemands qui les ont exécutés sont repassés devant nous, leurs armes étaient... il y avait encore de la fumée dans leurs armes. Et un des sous-officiers allemands m'a dit, voilà, les Anglais sont capoutes, et c'est moi-même qui les ai tués, en montrant son arme. Et la première des choses que j'ai fait quand les Anglais nous ont libérés, c'est de montrer aux Anglais les cadavres des Canadiens. Et c'était un spectacle épouvantable, dont je me rappellerai toujours. Il y avait 13 Canadiens qui avaient tous été exécutés d'une balle dans la nuque et qui étaient allongés les uns à côté des autres. Pour dire l'action des services de renseignement français et de la résistance et qui travaillent avec l'Intelligence Service, vous avez été libérés, les Anglais étaient chez vous, et puis vous avez dit non d'une nouvelle façon, vous avez accepté de recommencer pour l'Intelligence Service à repasser les lignes. Oui, et c'est là où j'ai été envoyé dans une mission qui était assez suicidaire. Je devais passer les lignes,
et j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée une première fois, c'était de nuit. Je venais de passer les lignes quand j'ai eu une fusée éclairante sur moi et une patrouille SS s'est précipitée sur moi. Heureusement, nous étions trop près des lignes anglaises et ils m'ont laissé repartir. Et puis, dans le courant de la nuit, j'ai réussi à m'introduire de leur côté. Et puis, j'ai été arrêtée dans la journée avec des papiers sur moi. J'ai été emmenée d'abord dans les services de l'Abwehr, ensuite à la Gestapo. Et j'ai été en prison à Alençon. Et le 9 août 1944, ils ont emmené les condamnés à mort pour être exécutés dans la région de Mortagne. Nous avons été emmenés en ambulance, nous étions 7. Et le chef de la Gestapo dirigeait la Gestapo d'Alençon depuis 2 ans, le chef français, et c'était une horrible brute. Et ça a été la chance de ma vie de le rencontrer quand il m'a fait appeler et il m'a annoncé que j'allais être fusillée. J'ai regardé ma ligne de vie à ce moment-là et je me suis dit que c'était idiot, que je ne mourrais pas à 20 ans, et j'ai dû dire la chose qu'il fallait. En tout cas, je lui ai ri au nez, ou presque. Je lui ai dit c'est une blague. Il m'a dit non, c'est l'ordre du maréchal commandant des forces de Normandie, il n'y a rien à faire. Et je lui ai dit écoutez, ça paraissait absurde, il faisait beau, on savait que les armées américaines étaient très près, le canon, on entendait le canon, on savait qu'on allait être libéré, donc ça paraissait irréel. Et il m'a emmené et il m'a mise à part des autres, et j'ai entendu toute la conversation qu'il a eue avec l'officier allemand qui dirigeait la Gestapo. Et il lui a dit voilà, ça fait 3 ans que je travaille pour toi, j'ai tué 110 personnes de ma main, mais je n'ai jamais tué de femme, et aujourd'hui je ne veux pas quitter le département de l'Orne en tuant une jeune fille. Et je ne t'ai jamais rien demandé, je te demande l'avis de cette fille. Et au bout de 10 minutes, j'ai vu partir les 6 autres qui étaient avec moi, et ils ont été fusillés. Et moi j'ai été emmené à Fresnes d'abord et à Ravensbrück après. Het kasteel van Lévry-le-Vel is een parel in het groen. Het park noodt tot rust en mijmering. Aan het eind van deze muur hebben de nazi's, alvorens te vluchten, gauw hun krijgsgevangenen vermoord. De herinnering gaat schuil in het lover en alleen wie nog wil kijken, kan haar zien. Men zou denken dat op het geallieerde hoofdkwartier de beste, de meest volstrekte verstandhouding heerste. Het tegendeel is waar. De vooravond van die day ontstaat een hoogoplopende twist. De Amerikanen hebben generaal de Gaulle buitenspel gezet. Colonel Rémy, on raconte que le général de Gaulle n'a pas connu l'emplacement et la date du débarquement avant l'après-midi du 4 juin 1944. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Le général de Gaulle avait un ennemi, le mot n'est pas trop fort, dans le président Roosevelt, pour beaucoup de raisons qu'il serait un petit peu long d'exposer, mais que je pourrais résumer en ceci. L'amiral Hay avait été le représentant du président Roosevelt auprès du maréchal Pétain. Son jugement avait beaucoup influencé celui du président. Le président avait insisté pour que le général de Gaulle ne fût pas mis au courant. M. Churchill sentait bien qu'il y avait là quelque chose d'inadmissible. Mais il a été obligé d'attendre l'extrême limite, en agissant lui-même presque par surprise à l'égard du président Roosevelt. Il a envoyé son avion personnel à Alger, où se trouvait le général de Gaulle. Celui-ci est arrivé à Londres le 3 juin 1944, si je ne me trompe pas. Le lendemain matin, un train spécial l'a amené de Londres, près de Portsmouth,
où M. Churchill l'a reçu à déjeuner. Le déjeuner, d'ailleurs, a été tumultueux, car le général de Gaulle n'a pas manqué d'exhaler un certain nombre de griefs. Et M. Churchill s'est exclamé « Sachez qu'entre vous et le grand large, autrement dit des États-Unis, je choisirai toujours le grand large. » Si bien que c'est dans une atmosphère plutôt froide que M. Churchill a conduit le général de Gaulle au quartier général du général Eisenhower, lequel, par parenthèse, était en proie, depuis la veille, à un très grave cas de conscience. Le temps avait tourné à la tempête sur la Manche. L'opération était d'abord prévue pour la nuit du 4 au 5 juin. On avait dû la reporter. Mais on espérait une éclaircie qui serait très brève pour le matin du 6 juin. Le général Eisenhower était donc à se demander ce qu'il allait faire. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas attendre, quelles que fussent les conditions climatériques, était celle-ci. Il savait par nos réseaux de renseignement que le lancement de l'arme secrète dénommée V1, la bombe volante, était imminent. On avait déjà détruit pas mal de rampes de lancement depuis le mois de décembre 1943. Mais il en restait d'autres et les Allemands y travaillaient avec acharnement. Or, ce qu'on savait de cette bombe était que si les Allemands pouvaient procéder à un lancement massif, les concentrations de troupes dans les ports seraient devenues impossibles. C'est donc dans cet état d'esprit que le général de Gaulle s'est trouvé en présence du général Eisenhower, lequel lui a exposé tous ses plans. Le général de Gaulle lui a dit « À votre place, je ne différerai pas. Le risque de mauvais temps est moindre que celui de l'anéantissement de la surprise, car les troupes étaient déjà rassemblées. On avait même dû rattraper un convoi de dragueurs de mines qui était très avancé dans la Manche. Et tout cela entraînait un désordre de plus considérable avec les pires conséquences possibles. À votre place, je n'attendrai pas. » Un peu gêné, Eisenhower lui a donné communication des communiqués qui dénonceraient à la radio, à l'adresse des nations asservies par le joug hitlérien en Europe, dans l'ordre d'invasion, c'est-à-dire d'abord la Norvège et le Danemark. Et le général de Gaulle a pu remarquer qu'en ce qui concernait la France, non seulement il n'était pas fait allusion à la France combattante, ni à lui-même, mais qu'on s'adressait à la France comme un territoire qu'on venait libérer sans tenir compte de l'existence d'une force que le général de Gaulle avait constituée pour cette libération. Ça ne s'est pas du tout bien passé, pas du tout. Le pauvre général Eisenhower n'y pouvait rien. Le général de Gaulle, le lendemain, a fait téléphoner qu'il avait préparé un texte, mais on lui a répondu que les ballots des proclamations imprimées achetées sur la France étaient déjà confectionnés et qu'on ne pouvait plus rien empêcher. Donc l'atmosphère n'était pas bonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Geheimhouding was het sleutelwoord tijdens de operatie Overlord. Aan de specifieke oorlog tussen de spionagediensten hebben we voorheen 2 aparte programma's gewijd onder de titel Enigma. Daarom hebben we dit aspect van D-Day in deze uitzending terzijde gelaten. Het is onze bedoeling geweest enkele achtergronden te onthullen van een strijd die beslissend is geweest in het herstel van de democratische vrijheid in onze streken. Soms was de strijd van gans een volk, met inzet van alles wat bezat aan kunde en wilskracht en vernuft. Soms was de strijd van 1 individu. De grote geschiedenis der volkeren, met hoofdletters. De stille legende van de soldaat zonder naam. U kiest. Het staat u vrij aan die day terug te denken, met een eigen visie op de zin en de betekenis ervan. Maar om te vergeten is het in deze wereld nog te vroeg.
Dit programma werd al eens eerder uitgezonden in februari van vorig jaar en ondertussen viel het in